Bonjour, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe dans le Rif, le nord du Maroc, et en particulier dans la ville d'El Hoceima. Vous savez, cette région tout au long de l'histoire récente du Maroc, depuis l'indépendance et bien avant, a été le théâtre de rébellions, répression contre répression de la part du régime, mais avant lui, de la part aussi des puissances colonisatrices qui étaient la France et l'Espagne. Mais autrefois, Hassan II, quand il voulait réprimer la population du Rif, il n'allait pas par quatre chemins. Il envoyait la troupe et puis il n'y avait pas encore l'Internet et tous ces moyens de communication. Ça se passait à huis clos. Et puis dans ses mémoires, Oufkir, il raconte comment Hassan II lui demandait d'égorger les chefs de tribu du Rif à ses pieds pour les punir de vouloir se séparer de la monarchie marocaine. Et aujourd'hui, Mohamed VI ne peut plus faire ça. Il peut plus envoyer l'armée sans se faire stigmatiser par la communauté internationale. Alors, mais il y a d'autres méthodes qui ont été utilisées ailleurs dans d'autres pays. Euh, Quand on veut punir une ville, on organise un match de foot et puis on emmène des centaines de milliers de personnes déguisés sous couvert de supporters. En général, c'est des gens des grandes villes, Casablanca, Rabat, qui n'ont rien à voir avec le football. Ce sont des marginaux, des criminels, des drogués, des gens. On les bourre d'amphétamines avant, pendant le voyage, et ils chantent un tout petit peu pendant le match, et puis juste après, à la fin du match de football, ils sont lâchés dans la ville qu'on voudrait punir. Ça s'est passé dans plusieurs autres villes du Maroc. El Hoceima, ce n'est pas la première ville. Mais ce qui était spécifique à la ville de Hoceima, c'est que cette fois, il y a une absence totale de toutes les composantes des forces de l'ordre, c'est-à-dire les Mokhzini, la gendarmerie, la police, les trois principales forces de l'ordre euh, qui étaient présentes dans la ville de Hoceima avant, parce qu'il y avait des manifestations. Ça fait plus de 6 mois qu'il y a des manifestations contre la marginalisation de cette région. Ces forces de l'ordre, les camions et tout ça, tout d'un coup, ils disparaissent. Et puis, les supporters, entre guillemets, ils sont lâchés en ville et puis ils courent partout, ils cassent tout sur leur passage. C'est-à-dire, à première vue, pour quelqu'un, j'ai vu une vidéo euh, enregistrée depuis un balcon. C'est vrai, il y a une immense foule qui court, et puis on a l'impression que c'est des gens qui courent vers une destination inconnue, sans but. Mais j'ai vu aussi des images qui ont été prises par d'autres militants, d'autres gens du RIF, qui c'est-à-dire quand cette foule est arrivée à la station routière,
Et là, on voit que cette foule, elle a des chefs. Il y a des chefs qui sont mieux habillés que la plupart des gens qui courent, c'est-à-dire les gens des rues qu'on a amassés dans la rue. Et puis, ils sont plus grands, plus forts et un peu plus âgés. Et on les voit transporter des barils d'essence et tout ça pour incendier pas tous les bus, ni toutes les voitures, mais certains bus et certaines voitures que eux connaissent. C'est-à-dire, moi j'ai vu, et vous allez voir l'image, la photo, le bus qui a été ciblé et qui a été complètement cramé, incendié jusqu'au cendres. Il y avait écrit non à la militarisation du RIF. Ça veut dire que le propriétaire de ce bus, il avait pris le parti des manifestants qui manifestent depuis 6 mois, sans que Mohamed VI, il vit en Afrique, il a traversé 38 pays, il a dépensé des milliards, l'argent des phosphates à la fois du Sahara occidental et et du Maroc. Les Sahraouis ils ont pris les armes depuis longtemps et puis ils ont bloqué la région de Gargarat, d'où passent tous les camions qui pillent les ressources du Sahara, c'est-à-dire les camions avec le poisson, les ressources halieutiques, les ressources minières, les phosphates et tout ça. Ils l'ont bloqué. Donc, eux, ils ont compris, mais les gens les gens du RIF ne sont pas armés, c'est pas une rébellion. En tout cas, c'est pas encore une rébellion et nous espérons que l'ONU va intervenir dans cette région pour empêcher une rébellion et une guerre ouverte. Enfin, guerre, c'est un mot qui ne s'applique pas en réalité. Empêcher le massacre de la population civile par le régime du roi. Donc, on voit bien que cette foule ne se déplace pas au hasard, mais ils ont des chefs et qui donnent des ordres et tout ça. Et, une des personnes qui est entrée dans une épicerie, puis s'est emparée de 3000 dirhams. Les photos qu'on m'a montrées, il a été attrapé par une dizaine de jeunes ricains, et puis il leur a expliqué. Il leur a dit, on nous a donné 200 dirhams chacun, et puis on nous a dit, vous pouvez aussi vous servir sur la bête. C'est-à-dire, vous pillez ce que vous pouvez piller. Sur une autre photo, on les voit casser la vitre d'une voiture, certainement pour essayer de prendre le contenu. Peut-être qu'il y avait un téléphone, je ne sais pas, dans cette voiture, parce que la photo est prise de loin, mais on voit 4, 5 personnes qui entourent une voiture avec des sabres Donc, c'est une méthode qui passe inaperçue et surtout qui ne permet pas de stigmatiser le régime. Le régime commet des crimes, mais sous couvert du football, de matchs de football. Les Marocains maintenant commencent à redouter ces histoires. Quand on veut lui organiser un match de football, quand le régime parle d'organiser un match de football dans une ville, les gens qui sont bien avertis, ils quittent ou ils font entrer leurs biens, ils barricadent leur maison, puis ils voyagent pendant le week-end parce qu'ils savent, ça veut dire que le régime n'est pas content de cette ville et
il veut la punir. C'est comme ça que Mohamed VI maintient maintenant une population à qui il a, qu'il a privé de tout, de l'enseignement, de la santé. Et il fait des projets grandioses en Afrique. Vous savez, il, il va construire la capitale du sud du Soudan où Dominique Strauss-Kahn avait ouvert une banque, un fonds d'investissement. C'est une banque d'investissement parce que le sud du Soudan, comme tout le monde le sait, il est très riche en pétrole et c'est ce pétrole qui attire. Mais Dominique Strauss-Kahn avait ouvert cette banque à sa sortie de prison de New York. Il n'avait pas le sceau parce que toutes ses finances personnelles étaient passées dans des frais judiciaires et tout ça. On se rappelle qu'il toutes les conditions que lui a fait la justice, il payait des gardes privés et tout ça. Cette histoire lui a coûté très cher et elle a coûté aussi cher à celle qui était sa femme à l'époque, Anne Sinclair, et tout le monde le sait, c'était aussi l'une des causes de leur séparation. Donc, il est allé, il a ouvert une banque d'investissement, mais là, c'est le roi qui apporte les fonds. Le roi du Maroc, il a apporté les fonds. Et pas seulement les fonds pour cette banque, mais il va construire une ville, c'est-à-dire la capitale du sud de Soudan. Et ça, c'est juste un projet parmi d'autres. Il a construit plusieurs hôpitaux, il a donné des bateaux. On dirait que c'est un marathon il faut dépenser le plus possible l'argent des Sahraouis qui vivent sous les tentes. Vous savez, le peuple sahraoui, il vit sous les tentes depuis 40 ans. Là, ils ne peuvent plus, ils ont décidé de bloquer le passage des camions chargés de poissons et tout ça qui vont vers l'Afrique pour, pour, pour être vendus. Les Rifains aussi, ils sont presque aussi démunis que les Sahraouis. Alors, et ils les considèrent vraiment aussi comme des gens colonisés. Il ne les considère pas comme ses propres sujets. Il investit en Afrique, mais le Maroc, il n'y a aucun investissement. Même l'enseignement public, ça fait presque 5 6 ans qu'il a dit à tout le monde que ça coûte cher, ça coûte 85 milliards dirhams, en dirhams, la monnaie marocaine, par année et qu'il trouve ça cher. Mais par contre, il dépense des milliards de dollars en Afrique ou bien il a donné 40 millions de dollars au couple Clinton, à la fondation Clinton, pour l'aider dans sa campagne électorale. Et oui, les documents de Wikileaks, ils ont sorti la photo du chèque, la banque où ce chèque a été déposé. C'est-à-dire, c'est des documents très précis, ce n'est pas des paroles. Il a bien donné 40 millions au couple Clinton, de l'argent des Sahraouis et des Marocains. On a un roi qui est malade et qui dépense sans compter à l'étranger et le Maroc est en train de crever et les gens sont en train de mourir. Et quand les Marocains essaient de faire une manifestation, vous savez, les Rifains, ils manifestent depuis 6 mois. Et puis, ils n'ont pas cassé une seule lampadaire ou quoi que ce soit. Ce sont des gens très civilisés qui font et très organisés des manifestations.
l'ONU va intervenir dans cette région pour empêcher une rébellion et une guerre ouverte. Enfin, guerre, c'est un mot qui ne s'applique pas en réalité. Empêcher le massacre de la population civile par le régime du roi. Donc on voit bien que cette foule ne se déplace pas au hasard, mais ils ont des chefs et qui donnent des ordres et tout ça. Et, et une des personnes qui est entrée dans une épicerie, puis s'est emparée de 3000 dirhams, les photos qu'on m'a montrées, il a été attrapé par une dizaine de jeunes ricains, et puis il leur a expliqué. Il leur a dit, on nous a donné 200 dirhams chacun, et puis on nous a dit, vous pouvez aussi vous servir sur la bête. C'est-à-dire, vous pillez ce que vous pouvez piller. Sur une autre photo, on les voit casser la vitre d'une voiture, certainement pour essayer de prendre le contenu. Peut-être qu'il y avait un téléphone, je ne sais pas, dans cette voiture, parce que la photo est prise de loin, mais on voit 4-5 personnes qui entourent une voiture avec des sabres. Donc, c'est une méthode qui passe inaperçue et surtout qui permet pas de stigmatiser le régime. Le régime commet des crimes, mais sous couvert de... Bonjour, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe dans le Rif, le nord du Maroc, et en particulier dans la ville d'El Hoceima. Vous savez, cette région est là tout au long de l'histoire récente du Maroc, depuis l'indépendance et bien avant, a été le théâtre de rébellion, répression, contre-répression de la part du régime, mais avant lui, de la part aussi des puissances colonisatrices qui étaient la France et l'Espagne. Mais autrefois, Hassan II, quand il voulait réprimer la population du Rif, il n'allait pas par quatre chemins. Il envoyait la troupe et puis il n'y avait pas encore l'internet et tous ces moyens de communication. Ça se passait à huis clos. Et puis dans ses mémoires, Oufkir, il raconte comment Hassan II lui demandait d'égorger les chefs de tribu du Rif à ses pieds pour les punir de vouloir se séparer de la monarchie marocaine. Et aujourd'hui, Mohamed VI ne peut plus faire ça. Il peut plus envoyer l'armée sans se faire stigmatiser par la communauté internationale. Alors, mais il y a d'autres méthodes qui ont été utilisées ailleurs dans d'autres pays. Quand on veut punir une ville, on organise un match de foot et puis on emmène des centaines de milliers de personnes déguisés sous couvert de supporters. En général, c'est des gens des grandes villes, Casablanca, Rabat, qui n'ont rien à voir avec le football. Ce sont des marginaux, des criminels, des drogués, des gens. On leur fournit, on les bourre d'amphétamines avant, pendant le voyage, et ils chantent un tout petit peu pendant le match, et puis juste après à la fin du match de football, ils sont lâchés dans la ville qu'on voudrait punir.
Ça s'est passé dans plusieurs autres villes du Maroc. El Hoceima, ce n'est pas la première ville. Mais ce qui était spécifique à la ville de El Hoceima, c'est que cette fois, il y a une absence totale de toutes les composantes des forces de l'ordre, c'est-à-dire les Mokhzeni, la gendarmerie, la police, les trois principales forces de l'ordre euh, qui étaient présentes dans la ville de mais certains bus et certaines voitures euh, que eux connaissent. C'est-à-dire, moi j'ai vu, et vous allez voir l'image, la photo, le bus qui a été ciblé et qui a été complètement cramé, incendié jusqu'au cendres. Il y avait écrit non à la militarisation du RIF. Ça veut dire que le propriétaire de ce bus, il avait pris le parti des manifestants qui manifestent depuis 6 mois, sans que Mohamed VI, il vit en Afrique, il a traversé 38 pays, il a dépensé des milliards, l'argent des phosphates à la fois du Sahara occidental et et du Maroc. Les Sahraouis ont pris les armes depuis longtemps et puis ils ont bloqué la région de Gargarat, d'où passent tous les camions qui pillent les ressources du Sahara, c'est-à-dire les camions avec le poisson, les ressources halieutiques, les ressources minières, les phosphates et tout ça. Ils l'ont bloqué. Donc, eux, ils ont compris, mais les gens les gens du RIF ne sont pas armés, c'est pas une rébellion. En tout cas, c'est pas encore une rébellion et nous espérons que Sima avant, parce qu'il y avait des manifestations, ça fait plus de 6 mois qu'il y a des manifestations contre la marginalisation de cette région. Ces forces de l'ordre, les camions et tout ça, tout d'un coup, ils disparaissent. Et puis, les supporters, entre guillemets, ils sont lâchés en ville et puis ils courent partout, ils cassent tout sur leur passage. C'est-à-dire, à première vue, pour quelqu'un, j'ai vu une vidéo enregistrée depuis un balcon. C'est vrai, il y a une immense foule qui court, et puis on a l'impression que c'est des gens qui courent vers une destination inconnue, sans but. Mais j'ai vu aussi des images qui ont été prises par d'autres militants, d'autres gens du RIF, qui c'est-à-dire quand cette foule est arrivée à la station routière, et là on voit que cette foule, elle a des chefs. Il y a des chefs qui sont mieux habillés que la plupart des gens qui courent, c'est-à-dire les gens des rues qu'on a amassés dans la rue. Et puis, ils sont plus grands, plus forts et un peu plus âgés. Et on les voit transporter des barils d'essence et tout ça pour incendier pas tous les bus, ni toutes les voitures.